Le message texte lisait « S'il vous plaît, aide, il a cassé le bras de ma maman ». Les doigts de Mara Lane, soit de 9 ans, tremblaient en si fort elle pouvait à peine taper. Sa mère gisait inconsciente sur le sol de la cuisine dans des douleurs et pleurant. Le numéro de téléphone que Mara a texté, ce n'était pas ses tantes, ce n'était pas la police, c'était Dagger Thomas, président du chapitre Ironage des Hells Angels, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, un étranger qui n'avait aucune raison de se soucier. Mais quand son téléphone a vibré et il a lu ces 5 mots, les Hells Angels ont fait quelque chose qui changerait tout. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. La cuisine du 847 Maple Creek Lane avait vu de meilleurs jours. Linoléum qui pèle, armoire qui pendait légèrement de travers, un réfrigérateur qui ronronnait trop fort. Mais ce soir, rien de tout cela n'importait. Ce soir, le seul son qui remplissait cet espace exigu était la rage. Rage pure, désespérée, chimique. Raven Holloway se tenait au centre de cette cuisine, ses yeux sauvages et injectés de sang, ses mains tremblantes, non par peur, mais par besoin. Le genre de besoin qui vide un homme de l'intérieur, qui le transforme en quelque chose de moins qu'humain. 3000 $. C'est ce qu'il devait à des gens qui ne négociaient pas, qui ne donnaient pas de prolongation, qui recouvraient les dettes de manière qui faisaient les nouvelles du soir. Sarah Lane se tenait de l'autre côté de la table de cuisine, son dos pressé contre le comptoir, son cœur martelant si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Elle connaissait ce regard dans ses yeux. Elle l'avait vu avant, chaque fois pire que la dernière. Il avait été clean pendant 6 mois une fois. 6 beaux mois où elle s'était permis de croire, d'espérer, d'imaginer un futur où Mara n'aurait pas à marcher sur la pointe des pieds dans sa propre maison. Mais l'espoir est une chose fragile et l'addiction est un prédateur patient. Ça revient toujours. Ça gagne toujours. Je ne te demande pas, Sarah. Je te le dis. La voix de Raven craqua, oscillant entre supplication et menace dans le même souffle. Le fond d'urgence. Donne-moi la carte. Donne-moi le stylo tout de suite. Ces mots étaient légèrement pâteux. Preuve de tout ce qu'il avait déjà mis dans son système cette nuit-là. Pilule? Probablement. Peut-être pire. Les détails n'importaient plus. Ce qui importait était le désespoir qui rayonnait de lui comme de la chaleur. La façon dont ses doigts serraient et desserraient. La façon dont il se positionnait entre elle et la seule sortie. Sarah secoua sa tête, ses propres mains agrippant le bord du comptoir derrière elle. Cet argent est pour Mira, pour les vêtements d'école, pour la nourriture, pour garder un toit au-dessus de sa tête quand tu disparais pendant des jours. Sa voix était ferme, plus ferme qu'elle ne se sentait, tirant d'une certaine réserve de force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore. Je ne peux pas continuer à faire ça, Raven. Je ne le ferai pas. Plus maintenant. Le silence qui suivit était pire que les cris. Dans ce silence, Sarah vit la décision se former derrière ses yeux. Le calcul, l'effondrement de tout mince mur qui séparait encore l'homme qu'elle avait aimé du monstre que l'addiction avait créé. À l'étage, à l'insu de l'un et de l'autre, Mara Lane, 9 ans, pressa son oreille contre la porte de sa chambre, son lapin en peluche serré fort contre sa poitrine, son souffle venant par petits halètements terrifiés. Elle avait déjà entendu ces disputes. Elle avait appris à se faire petite, à disparaître dans son placard ou sous son lit, à faire semblant qu'elle était ailleurs, n'importe où ailleurs. Mais ce soir se sentait différent. Ce soir se sentait comme si quelque chose se cassait, qui ne pouvait pas être remis ensemble. Ce que Raven fit ensuite le conduirait en prison pour des années. Mais la vraie héroïne de cette histoire, elle se cachait à l'étage et elle n'avait que 9 ans. Raven bondit à travers la table, pas autour, par-dessus, éparpillant les restes d'un dîner.
Sarah avait essayé de rendre normal, essayé de rendre sûr. Ses mains trouvèrent le bras de Sarah, les doigts s'enfonçant avec une force née de la panique et de la fureur chimique. Donne-moi le putain d'argent, il cria, salive volant, pupille tellement dilatée que ses yeux semblaient noirs. Sarah essaya de se tordre, essaya de briser sa prise, son instinct de survie finalement l'emportant sur la partie d'elle qui avait passé des années à faire des excuses, à minimiser, à le protéger des conséquences. Sa main libre chercha n'importe quoi. Le liquide vaisselle, une tasse à café, quelque chose pour se défendre. Mais Raven était plus rapide, plus fort, plus désespéré. Il tira son bras en arrière avec une force sauvage. Le son qui suivit était quelque chose que Sarah entendrait dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Pas tout à fait un claquement, pas tout à fait un craquement, mais quelque chose d'humide et de mauvais et de final. Un son qui signifiait casser. Son cri déchira la maison, primal et animal. Le genre de son qui vient quand le corps comprend le dommage avant que l'esprit ne puisse le traiter. La douleur explosa le long de son bras, brûlante et omnipotente, et ses jambes fléchirent sous elle. Elle s'effondra sur le sol en linoléum. Son bras brisé tordu à un angle qui lui donna des nausées. Le sang commença à s'accumuler sous elle. Que ce soit de la chute ou de la fracture, elle ne pouvait pas dire, ne pouvait pas penser à travers l'agonie. Au-dessus d'elle, Raven resta figé pendant exactement 3 secondes. Sa poitrine haletante, son visage un masque d'horreur de ce qu'il avait fait. Mais l'horreur ne répare pas les os. L'horreur n'appelle pas les ambulances. L'horreur chez des hommes comme Raven ne sait que fuir. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il enjamba le corps froissé de Sarah, attrapa sa veste de la chaise et s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui une femme à peine consciente sur le sol de la cuisine et une petite fille à l'étage qui avait tout entendu, qui avait entendu le cri de sa mère, qui avait entendu la porte claquer et qui était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa jeune vie. Le silence qui suivit était en quelque sorte pire que les cris. Mayra resta figée derrière la porte de sa chambre, ses petites mains toujours pressées contre le bois, son lapin tombé et oublié à ses pieds. Elle avait entendu le fracas. Elle avait entendu le cri de sa mère, ce terrible son animal qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à entendre de son parent. Elle avait entendu des pas lourds, le grincement d'une chaise, et puis la porte d'entrée claquait si fort que les murs avaient tremblé. Et maintenant rien, juste le silence. Le genre de silence qui crie plus fort que n'importe quelle voix ne le pourrait jamais. Maman. Le mot sortit à peine comme un murmure. Sa voix si petite qu'elle n'atteignait même pas l'autre bout de sa propre chambre. Les mains de Myra tremblaient. Tout son corps tremblait comme une feuille dans une tempête. Elle avait 9 ans. Et chaque instinct dans son corps lui disait de rester cachée, de rester en sécurité, d'attendre que le danger passe. Mais et si le danger ne passait pas? Et si sa maman avait besoin d'elle? La pensée coupa à travers sa paralysie comme un couteau. Et avant qu'elle ne puisse se dédire, avant que la peur ne puisse la clouer au sol en permanence, Myra tourna la poignée de porte. Le couloir s'étirait devant elle comme un tunnel sombre. Chaque pas en descendant ces escaliers se sentait comme marcher à travers des sables mouvants, ses jambes lourdes et peu coopératives. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que quelqu'un pouvait l'entendre. La maison se sentait différente maintenant, à Haïkwan, contaminée en quelque sorte, comme si la violence qui avait éclaté dans la cuisine avait empoisonné l'air même. Elle atteignit le bas des escaliers et regarda autour du coin dans la cuisine, et ce qu'elle vit là serait gravé dans sa mémoire pour toujours. Sa mère gisait sur le sol dans une mer de sang qui s'étendait, un bras plié à un angle impossible, ses yeux à peine ouverts et flous. Elle faisait de petits sons, pas tout à fait des mots, pas tout à fait de la conscience, juste les bruits désespérés de quelqu'un en état de choc et d'agonie. Le monde entier de Myra se brisa à ce moment. Cela n'était pas censé arriver. Les mamans étaient censées être fortes,
censé arranger les choses, censé tout rendre bien. Mais sa maman n'était pas bien. Sa maman avait besoin de quelqu'un pour arranger les choses maintenant. Et il n'y avait personne d'autre. Juste Mera. Juste une petite fille de 9 ans terrifiée qui dormait encore avec une veilleuse et ne pouvait pas atteindre l'armoire du haut dans la cuisine. Maman, maman, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Mera sanglota, tombant à genoux à côté de sa mère. Ses petites mains planant au-dessus du corps de sa mère, mais peur de toucher, peur d'aggraver les choses. Les yeux de Sarah papillonnèrent vers la voix de sa fille, et juste pour une seconde, ils se sont concentrés, vraiment concentrés. Et en eux, Mayra vit quelque chose qui la terrifia plus que toute autre chose. La peur. Sa maman avait peur. Sa maman, qui lui avait toujours dit que les monstres n'étaient pas réels, la regardait avec les yeux de quelqu'un qui savait exactement à quel point les monstres pouvaient être réels. La panique inonda les veines de Myra comme de l'eau glacée. Elle devait faire quelque chose. Elle devait obtenir de l'aide. Mais qui? Raven était parti. Les voisins, elle ne savait pas s'ils étaient à la maison, ne savait pas s'ils répondraient même à la porte pour une petite fille. Et puis, elle se souvint de tante Lisa, la sœur de maman, qui vivait à 2 villes de là. Maman lui avait fait mémoriser le numéro, lui avait fait le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle puisse le dire à l'envers et à l'endroit. Pour les urgences, maman avait dit, c'était une urgence. C'était la plus grande urgence de la vie de Myra. Avec des mains tremblantes, Mayra attrapa le téléphone de sa mère là où il était tombé à côté de la table renversée. L'écran était fissuré mais toujours lumineux, toujours fonctionnel. Elle le déverrouilla avec des doigts tremblants. Elle connaissait le code, avait vu sa maman l'utiliser 1000 fois et afficha l'écran des messages. Sa vision était floue à cause des larmes. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Mais elle commença à taper 555 puis 27. Non, attends, 28. Où était-ce 27? Les chiffres se mélangeaient dans sa tête, la panique rendant tout flou et faux. Elle tapa ce qu'elle pensait être juste, son cerveau terrifié mélangeant des chiffres qu'elle connaissait parfaitement il y a seulement quelques heures. Le message se déversa d'elle en fragments brisés. S'il vous plaît, aide. Il a cassé le bras de ma maman. Maman ne se réveillera pas. J'ai peur. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir douter des mots, avant de pouvoir se demander s'ils étaient suffisants, s'ils avaient un sens, si quelqu'un comprendrait le cauchemar qui se déroulait dans cette cuisine. Le message disparut dans le vide numérique. Ce petit son de whoosh le marquant comme envoyé. Et Mira fixa l'écran, attendant les 3 points. Cela signifiait que quelqu'un répondait. Cela signifiait que de l'aide arrivait. Cela signifiait qu'elle n'avait pas juste échoué sa mère de la pire des manières possibles. Mira n'avait aucune idée que le numéro qu'elle venait de texter appartenait à un homme que toute la ville craignait et que cette peur était sur le point de devenir sa plus grande protection. Le téléphone éclata juste une fois, net et soudain dans le silence affreux. La tête de Myra se tourna vers lui, sa main jaillissant pour le saisir, son cœur bondissant avec un espoir désespéré. Une réponse. Quelqu'un avait répondu. Elle fit glisser l'écran avec un pouce maculé de sang, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Pas un retour de texte, un appel téléphonique. Le numéro qu'elle avait texté l'appelait. Mais la voix qui répondit n'était pas celle de ses tantes. C'était plus profond, plus rauque, une voix d'homme. Et dans son esprit paniqué, pendant une terrible seconde, Mira pensa que Raven avait d'une manière ou d'une autre reçu son message et qu'il revenait. Son doigt plana au-dessus du bouton rouge de refus. Tout son corps se tendit pour courir, se cacher, disparaître, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce le désespoir. Peut-être était-ce l'instinct. Peut-être était-ce l'univers lui-même qui tendait la main pour guider sa main tremblante. Quoi que ce fût, Mira appuya sur le bouton vert et porta le téléphone à son oreille. Et la voix qui traversa changerait tout.
À 23 000 à travers la ville dans un bâtiment que la plupart des gens passaient sans y regarder à deux fois. Dagger Thomas était assis à une table en bois marqué, examinant les horaires de patrouille pour la semaine. Le clubhouse du chapitre Iron Ridge des Hells Angels n'était pas grand-chose à regarder de l'extérieur. Briques patinées, fenêtres à barreaux, motos alignées comme des soldats en formation, mais à l'intérieur, c'était le foyer d'hommes qui avaient trouvé la fraternité quand le monde les avait rayés. Dagger, à 47 ans, était président de ce chapitre depuis bientôt 12 ans. Il avait vu des choses qui briseraient la plupart des hommes. Il avait fait des choses dont il n'était pas fier. Mais il avait aussi construit quelque chose ici, quelque chose qui comptait. Un code, une famille, une ligne dans ce sol sur le genre d'homme qu'ils allaient être. Le clubhouse était relativement calme ce soir. Peu de frères dispersés jouant au billard, sirotant des bières, parlant à voix basse de motos et de virées, et du rythme quotidien de leur vie. Le téléphone de Dagger était posé face vers le haut sur la table à côté d'une pile de papier, une tasse de café à moitié vide, et ses lunettes de lecture qu'il prétendait ne pas avoir besoin. Quand il a vibré avec un texte entrant, il l'a presque ignoré. Numéro inconnu, probablement du spam, probablement un enfant qui a confondu son numéro avec celui de quelqu'un d'autre. Mais quelque chose le fit le prendre. Peut-être l'instinct, peut-être le destin, peut-être juste l'agitation d'un homme qui avait passé trop d'années à apprendre à faire attention aux choses qui ne semblaient pas justes. Il lut le message une fois, puis encore, puis une troisième fois, sa mâchoire se serrant à chaque mot. « S'il vous plaît, aide, il a cassé le bras de ma maman. Maman ne se réveillera pas. J'ai peur. » 12 mots qui peignaient une image si vive et si terrible que Dagger sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Les fautes de frappe, la ponctuation désespérée. Ce n'était pas du spam. Ce n'était pas une blague de mauvais numéro. C'était réel. C'était un enfant en crise, cherchant de l'aide auprès de quelqu'un qui ne venait pas. Et ce message avait atterri sur ses genoux à la place. Dagger avait vu la violence. Il avait vécu la violence. Il avait grandi avec un père dont les poings parlaient plus fort que ses mots. Avait passé du temps dans des endroits où la violence était monnaie courante. Avait porté ses couleurs à travers des guerres de territoire et des nuits sanglantes qui avaient laissé des cicatrices sur son corps et son âme. Mais la violence contre un enfant, contre une femme, cela franchissait toutes les lignes que son club représentait. Les Hells Angels avaient une réputation. Bien sûr, les médias aimaient les dépeindre comme des hors-la-loi et des criminels et des dangers pour la société. Une partie de cela était méritée, une partie était exagérée. Mais une chose qui était absolument vraie, écrite dans le tissu même de qui ils étaient, ils protégeaient les leurs. Et à ce moment-là, un enfant terrifié qui avait tendu la main aveuglément dans l'obscurité venait de devenir les leurs. Dagger n'hésita pas, ne débattit pas, ne se remit pas en question. Il appuya sur le bouton d'appel et porta le téléphone à son oreille. Son autre main levait déjà un signal à Reaper à travers la pièce que quelque chose se passait. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis une petite voix répondit, si brisée et terrifiée qu'il était physiquement douloureux d'entendre. « Allô ?» Les sanglots étaient incontrôlables, des respirations saccadées et des larmes, et le genre de peur que seul un enfant confronté à quelque chose d'impossiblement adulte pouvait produire. « Hé, ma chérie, dit Dagger, sa voix tombant dans une douceur qui aurait surpris quiconque ne le connaissait que d'un tribunal ou d'une bagarre de bar. « Mon nom est Dagger. J'ai eu ton message. J'ai besoin que tu me dises où tu es, d'accord? Peux-tu faire ça pour moi? » Il y eut une pause remplie de pleurs et de respirations tremblantes. Et puis cette petite voix revint, bégayant et se brisant. « Qui es-tu? Où est tante Lisa? »« J'ai besoin de tante Lisa. » La confusion dans sa voix, la réalisation qu'elle avait atteint un étranger, faillit éclater en nouvelle panique. « Je sais, bébé.
Je sais que tu essayais de joindre ta tante et le message est venu à moi à la place. Mais ça va. Ça va aller. Mon nom est Dagger et je vais t'aider. Mais j'ai besoin de savoir où tu es. Quelle est ton adresse? Il pouvait l'entendre essayer de penser à travers la terreur, essayant de se souvenir de quelque chose d'aussi simple que sa propre adresse pendant que son monde s'effondrait autour d'elle. 847 Maple Creek Lane, elle murmura finalement. Et Dagger était déjà en train de l'écrire, faisant déjà signe à Chains, qui se déplaçait vers lui avec une expression inquiète. Bonne fille, c'est si bien. Maintenant, l'homme qui a blessé ta maman est-il toujours là? Est-il dans la maison? La voix de Dagger resta calme, stable, même si son propre pouls commença à marteler. Si ce salaud était toujours là, s'il était n'importe où près de cet enfant, le calcul dans la tête de Dagger se déplaçait déjà vers des scénarios qui impliquaient une action beaucoup plus rapide et beaucoup moins de paroles. Non, dit la petite voix, et il pouvait entendre le soulagement mêlé à la peur. Il s'est enfui. Il a blessé ma maman. Et puis il s'est enfui, et elle ne se réveillera pas, et il y a du sang, et je ne sais pas quoi faire. D'accord, ma chérie. Écoute-moi très attentivement. Tu as fait exactement la bonne chose en envoyant un SMS pour de l'aide. Tu as été si courageuse. Quel est ton nom? Un reniflement, un souffle tremblant. Miroir, le nom sortit à peine audible. Mera, c'est un beau nom, Mera. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu verrouiller la porte d'entrée si tu peux l'atteindre? Peux-tu faire ça? Il entendit du mouvement, de petits pas, le son des serrures qui claquent. Je l'ai fait, elle murmura. Bien. Parfait. Maintenant, je veux que tu restes au téléphone avec moi, d'accord? Ne raccroche pas. Je suis en route pour toi en ce moment même. J'apporte de l'aide. Tu n'es plus seul. Si vous croyez que la sécurité d'un enfant importe plus que les couleurs que quelqu'un porte, appuyez sur s'abonner, car ce qui s'est passé dans les 10 prochaines minutes vous donnera raison. Commentez, protégez l'innocent. Si vous croyez que les vrais hommes protègent les enfants, peu importe quel patch ils portent. Dagger bougeait déjà, téléphone serré entre son épaule et son oreille alors qu'il marchait à travers le clubhouse. Reaper, Chains, Gunner. Maintenant sa voix craqua comme un fouet, et 3 hommes laissèrent immédiatement tomber ce qu'ils faisaient et convergèrent vers lui. Il n'y avait aucune question dans leurs yeux, aucune hésitation quand leur président appelait comme ça. Vous bougez. Nous avons un enfant et sa mère en difficulté. 847 Maple Creek Lane. Violence domestique, mère à terre. Enfant seul, d'où partons maintenant? Les mots étaient hachés, efficaces, et la réponse fut immédiate. Reaper attrapa sa veste, cut, du dossier d'une chaise. Chains se dirigeait déjà vers la porte. Gunner écrasa sa canette de bière et la jeta de côté, son expression se durcissant en quelque chose de dangereux et de concentré. 4 Harley rugirent à la vie dans le parking, le son comme le tonnerre annonçant une tempête. Ce n'étaient pas des hommes partant pour un combat, bien qu'ils fussent préparés pour un si cela arrivait. Ce furent des hommes partant pour un sauvetage. Pour une petite fille nommée Mira, qui avait envoyé un message au mauvais numéro et était sur le point de découvrir que c'était exactement le bon. Dagger garda le téléphone pressé contre son oreille alors qu'il montait sur sa moto. Le moteur vibrant sous lui, puissant et prêt. « Miroir, bébé, tu es toujours là ?» Il appela par-dessus le grondement. « Je suis là » vint la petite réponse terrifiée. « Bien, j'arrive. Tu entends ce son? C'est moi et mes frères. Nous venons te chercher. Reste au téléphone avec moi, ma chérie. Parle-moi de ta maman. Quel est son nom? » Et alors que 4 motos sortaient en trombe de ce parking et hurlaient à travers les rues d'Iron Ridge Valley, Dagger Thomas continua de parler à une petite fille de 9 ans qu'il n'avait jamais rencontrée, la gardant calme, la gardant connectée, l'empêchant de se noyer dans la peur pendant qu'il réduisait la distance entre la terreur et la sécurité, entre l'isolement et la protection,
entre un mauvais numéro et un miracle. Le son de 4 moteurs Harley-Davidson déchirant les rues calmes d'Iron Ridge Valley à 21h47, un mardi soir fut du suffisant pour réveiller la moitié du quartier. Les fenêtres s'illuminèrent alors que la formation de motos passait en trombe, leurs phares coupant à travers l'obscurité comme des projecteurs, leurs moteurs rugissant avec un but et une urgence qui n'avaient rien à voir avec se montrer et tout à voir avec arriver quelque part vite. Dagger menait le peloton, téléphone toujours pressé contre son oreille sous son casque, sa main droite sur l'accélérateur, toute son attention partagée entre la route devant lui et la petite voix terrifiée à l'autre bout de la ligne. « Miroir, ma chérie, j'ai besoin que tu continues à me parler, d'accord? Parle-moi de ta maman. Qu'est-ce qu'elle aime faire? » La voix de Dagger était ferme, calme. Le genre de calme qui venait d'années à rester composé quand tout autour de lui était chaos. Il faisait ce que les médecins de combat font, ce que les négociateurs d'otages font, gardant son esprit occupé, l'empêchant de sombrer dans la panique, la gardant ancrée à sa voix pour qu'elle ne se sente pas seule dans ce cauchemar. La réponse de Myra vint entre les sanglots, ses mots trébuchant les uns sur les autres. Elle aime faire des crêpes le dimanche. Les fait avec des pépites de chocolat et elle brûle toujours la première, et nous en rions. Ça a l'air parfait. Je parie qu'elles sont délicieuses. Je parie que tu l'aides à les faire, n'est-ce pas? Dagger se fraya un chemin à travers le trafic. Reaper sur ses six chains et Gunner les flanquaient comme une formation d'escorte. Ils ne roulaient pas juste vite. Ils roulaient avec précision, avec un but pour des hommes qui avaient roulé ensemble pendant des années et pouvaient anticiper les mouvements des uns des autres sans un mot. Parfois, Mera murmura « Elle me laisse casser les œufs, mais je ne suis pas très bonne à ça. Je mets des coquilles dans le bol. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. La réalité revenant en force. « Ma maman va-t-elle mourir? » La question resta suspendue dans l'air entre eux, brute et désespérée, et si lourde que Dagger la sentit s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Il aurait pu mentir, aurait pu lui donner des platitudes faciles et de fausses promesses. Mais les enfants savent quand on leur ment, surtout les enfants qui ont déjà appris que les adultes ne peuvent pas toujours les protéger des monstres dans leur propre maison. « Pas ce soir, » dit Dagger, sa voix comme du fer enveloppé de velours. « Pas tant que je respire. » « Nous y sommes presque, Mera. 2 minutes de plus. Peux-tu être courageuse pendant 2 minutes de plus? » Il l'entendit essayer de répondre. Entendit le mot « oui » sortir plus comme un gémissement. Et puis il tournait sur Maple Creek Lane, le pavé cassé claquant sous ses pneus, les lampadaires clignotants et clairsemés. La maison au 847 était exactement ce à quoi il s'était attendu et en quelque sorte pire. Peinture affaissée écaillant le revêtement, imbande comme de la peau morte. Une fenêtre barricadée. Une clôture en grillage tombant par sections. Le genre d'endroit où de mauvaises choses se passaient et personne ne regardait de trop près, parce que regarder de trop près signifiait s'impliquer, et s'impliquer était dangereux. Les 4 motos s'arrêtèrent au trottoir avec un grondement synchronisé. Moteurs s'arrêtant presque à l'unisson. Le silence soudain après tout ce bruit se sentant lourd et attendu. Dagger était descendu de sa moto avant qu'elle ne cesse de balancer. Ses bottes frappant le pavé alors qu'il retirait son casque et se dirigeait vers la maison avec de longues enjambées résolues. La porte d'entrée était fermée, verrouillée comme il lui avait dit. Une seule lumière faible brillait de l'intérieur, à peine visible à travers un interstice dans les rideaux. « Miroir » dit Dagger au téléphone, sa voix plus douce maintenant qu'il était là, maintenant que la distance entre eux s'était effondrée à juste une porte et quelques pieds. « C'est moi. Je suis juste devant ta porte d'entrée. Peux-tu me l'ouvrir, bébé? » Il pouvait entendre du mouvement à l'intérieur, de petites pas s'approchant, le grincement des serrures étant tourné par des mains trop petites pour les atteindre facilement. La porte s'ouvrit lentement, hésitamment, et ce que Dagger vit de l'autre côté fit hurler chaque instinct de son corps de bouger, d'agir, de réparer cela.
Mirror Lane était minuscule, 9 ans, mais semblait plus jeune. Tout de grands yeux et joues tachées de larmes et lèvres tremblantes. Ses cheveux blonds étaient emmêlés. Ses pyjamas avaient des shots de dessins animés dessus. Et ses petites mains d'enfant, étaient couvertes de sang. Pas son sang, le sang de sa mère d'où elle avait essayé d'aider, essayé d'arrêter le saignement, essayé de faire quelque chose, n'importe quoi pour sauver la femme qui était censée la sauver. Derrière Mira, visible à travers le couloir étroit, et dans la cuisine, Dagger pouvait voir la forme inconsciente de Sarah Lane sur le sol. Un bras tordu à un angle qui lui serra l'estomac. Une mare de sang s'étalant lentement et sombrement sous elle. Ce que Dagger vit ensuite rendit sa décision instantanée. Et quand la police arriva, il ne pouvait pas croire ce qu'il trouvèrent. Dagger tomba à un genou, se baissant au niveau des yeux de Myra, se faisant plus petit, moins intimidant, plus humain que le moteur vêtu de cuir avec la barbe grisonnante, et les écussons qui le proclamaient président d'un club de moto que la plupart des gens traversaient la rue pour éviter. « Salut, Mera », il dit doucement, ses yeux trouvant les siens et les retenant avec une constance qui disait sans mots qu'elle pouvait lui faire confiance, qu'il était là, que le cauchemar se terminait. « Tu es en sécurité maintenant. Nous t'avons. » Il ouvrit ses bras, ne saisissant pas, ne forçant pas, juste offrant. Et Mera s'effondra en eux, comme une personne qui se noie s'agrippant à une bouée de sauvetage. Son petit corps tremblant de sanglots qui venaient de quelque part si profonde qu'il semblait la déchirer. Derrière Dagger, Reaper et Chains passaient déjà devant eux dans la maison, leurs lourdes bottes résonnant sur les planchers usés. Ce n'étaient pas des hommes qui figeaient à la vue du sang. Reaper avait été un infirmier de campagne au Vietnam avant que la guerre n'ait cassé quelque chose en lui qui n'avait jamais tout à fait guéri, n'est-ce que pas? Chains avait sorti plus d'un frère de Rex et de bagarres de bar qui auraient dû être fatales. Il savait quoi faire. « Jésus-Christ », marmonna Reaper, alors qu'il s'agenouillait à côté de Sarah, ses doigts allant immédiatement à son cou pour vérifier un pouls. Elle respire. Le pouls est filiforme mais stable. Chains, apporte-moi quelque chose de propre pour la pression sur ce bras. Gunner, appelle ça maintenant. Gunner était déjà au téléphone, sa voix hachée et professionnelle alors qu'il parlait au répartiteur du 911. Nous avons besoin d'une ambulance au 847 Maple Creek Lang. Femme adulte, trauma sévère au bras gauche, fracture ouverte, inconsciente mais respirant, perte de sang significative. Nous les avons besoin ici maintenant. Il débita les informations comme il l'avait fait avant, parce qu'il l'avait fait. Parce que ces hommes vivaient dans un monde où savoir comment gérer les urgences était la différence entre la vie et la mort. Chain déchira sa chemise en flanelle, pressant le tissu matelassé contre le pire du saignement de Sarah. Ses bras tatoués striés de son sang, alors qu'il travaillait avec une douceur surprenante pour un homme de sa taille. Dagger prit Mira dans ses bras, la serrant contre sa poitrine alors qu'il l'emportait loin de la cuisine, loin du côté de sa mère brisée sur le sol, loin du sang et de la terreur et de la violence qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Elle ne pesait presque rien. Cette petite fille qui avait été forcée d'être si brave, qui avait sauvé la vie de sa mère avec un message texte mal composé et s'accrochait maintenant à un étranger comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui avait basculé de côté. « Viens ici, petite », Dagger murmura dans ses cheveux, sa voix rauque d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « C'est fini. Tu as si bien fait. Tu l'as sauvée. Tu as sauvé ta maman. Tu comprends? Tu es l'héroïne ici. » Mira enfouit son visage dans sa veste en cuir, ses larmes imprégnant les écussons et le tissu, ses mains serrant sa chemise comme si elle ne le lâcherait jamais. Et Dagger la tint comme si elle était faite de verre et d'or, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'à ce moment-là, elle l'était. L'ambulance arriva dans les 6 minutes de l'appel de Gunner. Ses sirènes coupant à travers la nuit comme un couteau.
Des lumières rouges et blanches peignant la petite maison cassée en couleur stroboscopique qui rendaient tout surréaliste et désespéré. Les ambulanciers se déplaçaient avec une efficacité rodée, chargeant Sarah Lane sur une civière avec une précision soignée tout en annonçant des signes vitaux et une terminologie médicale qui sonnait comme une langue étrangère à Mira, mais signifiait la différence entre la vie et la mort pour les professionnels travaillant à sauver sa mère. Dagger se tenait sur la pelouse avant avec Mira toujours dans ses bras, son visage enfoui dans son épaule, son petit corps rigide de peur chaque fois qu'elle essayait de regarder ce qui se passait et ne pouvait pas tout à fait y arriver. Il avait enroulé sa veste en cuir autour de ses épaules comme une couverture. Les écussons et insignes qui rendaient les hommes adultes nerveux, servant maintenant de réconfort pour un enfant traumatisé qui s'était accroché à lui comme s'il était le seul refuge sûr dans une tempête qui menaçait de la noyer. Quand l'ambulance s'éloigna en hurlant de Maple Creek Lane vers l'hôpital Sainte-Hélène, Harley suivait en formation serrée, leurs phares créant un couloir de lumière derrière le véhicule d'urgence, leur moteur un grondement sourd qui sonnait en quelque sorte protecteur plutôt que menaçant. Dagger roulait avec Mayra perché devant lui, ses bras l'enfermant en sécurité, une main sur le guidon et l'autre enroulée autour de son petit corps pour la maintenir en sécurité. Ce n'était pas légal. Ce n'était pas sûr par aucune mesure conventionnelle. Mais la laisser derrière n'était pas une option, et la laisser monter dans une ambulance sans quelqu'un qu'elle faisait confiance encore moins. Reaper, Chains et Gunner les flanquaient, créant une escorte qui ressemblait à quelque chose d'un film. Hors la loi roulant à travers la nuit, non pour échapper à la loi, mais pour s'assurer qu'une famille brisée arrive au salut. La salle d'urgence de Sainte-Hélène à 22h15 un mardi soir était relativement calme, jusqu'à ce que 4 motards vêtus de cuir franchissent les portes automatiques avec un enfant couvert de sang et des visages qui disaient qu'ils n'iraient nulle part. L'infirmière au bureau d'admission leva les yeux, ses yeux s'écarquillant, sa main se dirigeant instinctivement vers le téléphone qui appellerait la sécurité. Les Hells Angels avaient une réputation dans la vallée d'Iron Ridge, et cette réputation n'impliquait généralement pas les hôpitaux, à moins que quelqu'un ne soit recousu après une bagarre de bar ou emmené par la police. La vue du président Dagger Thomas et de 3 de ses frères les plus fiables, marchant dans les urgences, portant toujours leur gilet, portant toujours l'odeur d'échappement de moto et d'urgence, fit se tendre chaque employé de l'hôpital à proximité avec une lassitude qui venait d'années à gérer la violence et ses suites. Dagger lut la pièce instantanément, vit la peur et la suspicion, et leva une main en signe de paix, tout en gardant Mayra près avec l'autre. Sa voix, quand il parla, était calme et mesurée. La voix d'un homme qui comprenait qu'il avait l'air intimidant et qui désamorçait délibérément la situation avant qu'elle ne puisse dégénérer. C'est nous qui les avons trouvés. La femme qu'ils viennent d'amener et cette petite fille, nous restons. Ce n'était pas une requête, ce n'était pas une menace. C'était une simple déclaration de fait livrée avec le genre de certitude qui rendait clair que discuter serait inutile. L'infirmière regarda de Dagger à miroir, vit le sang sur les mains et le pyjama de l'enfant, vit la façon dont elle s'accrochait à ce motard d'apparence rude comme s'il était son père. Et quelque chose dans son expression passa de l'alarme à la compréhension. La mère est en train d'être préparée pour une chirurgie d'urgence maintenant, dit l'infirmière, son professionnalisme l'emportant sur sa réaction initiale. Vous pouvez attendre dans les zones familiales. Il y a une salle de bain au bout du couloir où la petite peut se nettoyer. Elle les dirigea vers une salle d'attente avec des chaises en plastique boulonnées au sol, des lumières fluorescentes qui bourdonnaient faiblement au-dessus, et l'odeur de désinfectant et de mauvais café qui imprégnait chaque hôpital en Amérique. Dagger emmena Mayra à la salle de bain en premier, l'aidant à laver le sang de ses mains avec de l'eau chaude et des essuie-tout, ses grandes mains cicatrisées étonnamment douces alors qu'il nettoyait entre ses petits doigts, lui parlant doucement tout le temps de rien et de tout.
sur à quel point elle était courageuse, sur à quel point les médecins étaient les meilleurs de la vallée, sur à quel point sa maman était forte et les combattants n'abandonnent pas. De retour dans la zone d'attente, Dagger s'installa sur l'une de ses chaises en plastique inconfortable et Mira grimpa immédiatement sur ses genoux, refusant d'être ne serait-ce que quelques centimètres loin de lui. Sa main trouva la sienne et la serra avec une prise étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. Comme si elle avait peur que s'il lâchait, il puisse disparaître comme tous les autres adultes de sa vie semblaient le faire. Ce président de moteur endurci, cet homme qui avait passé des décennies à bâtir une réputation de quelqu'un avec qui on ne rigole pas, qui avait fait de la prison et mené des guerres, à la fois littérales et figuratives, s'assit dans cette zone tenant une petite fille de 9 ans terrifiée et lui parlant sur des tons si doux que Reaper et Chains, montant la garde à proximité, devaient faire un effort pour entendre. Il lui raconta des histoires sur sa propre fille, adulte maintenant et vivant en Oregon, sur la fois où elle s'était cassé le bras, tombant d'une balançoire et à quel point il avait eu peur, mais à quel point elle avait été forte. Il lui raconta la première fois qu'il avait conduit d'une moto et à quel point cela l'avait fait se sentir libre. Il lui dit tout et n'importe quoi pour garder son esprit occupé, pour l'empêcher de se noyer dans la peur. Les médecins précipitèrent en Sarah en chirurgie 20 minutes après l'arrivée. Et au moment où ils firent passer sa mère en fauteuil roulant devant la zone d'attente vers les salles d'opération, la fragile contenance de Myra se brisa. Elle bondit en avant, essayant d'atteindre sa mère, sa voix montant en un hurlement qui traversa le silence stérile de l'hôpital comme une sirène. « Maman, maman, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Dagger la rattrapa, la tirant contre sa poitrine, tournant son visage dans son épaule pour qu'elle ne voie pas sa mère disparaître à travers ses doubles portes. Ne verrait pas les 4 lignes et le masque à oxygène et tout l'équipement médical qui rendait tout tellement plus terrifiant que cela ne l'était déjà. « Hey, regarde-moi, miroir, regarde-moi, » dit Dagger, ses mains de chaque côté de son visage, inclinant sa tête vers le haut pour que ses yeux pleins de larmes rencontrent les siens. Ils vont la réparer. C'est ce que font les médecins. Ils réparent les gens. Ils vont remettre son bras ensemble et arrêter le saignement et s'assurer qu'elle va bien. Et je te promets sur tout ce que j'ai, je ne vais nulle part. Je reste juste ici avec toi jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tu comprends? Mira hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes, et Dagger la serra de nouveau contre lui, la berçant légèrement dans cette chaise en plastique inconfortable. Sa présence un mur solide entre elle et la terreur qui menaçait de la consumer. Rappelez-vous quand Mira a envoyé ce texte au mauvais numéro? À ce moment, il devint clair que c'était exactement le bon. Mais pendant que les médecins luttaient pour sauver le bras de Sarah dans une salle d'opération, 3 étages au-dessus, pendant que Mira finissait par s'endormir à moitié épuisée contre la poitrine de Dagger, Raven Holloway était en train de faire la plus grande erreur de sa vie pathétique. Le téléphone de Dagger vibra dans sa poche et il l'extirpa soigneusement sans déranger Mira. Vit le nom du détective Morrison sur l'écran et répondit à voix basse. La voix de Thomas Morrison vint hachée et professionnelle. « Nous avons besoin d'une description de l'agresseur et d'une déclaration. C'est vous qui avez appelé. » Dagger jeta un coup d'œil à Mira, puis à Reaper, qui s'approcha immédiatement pour prendre le relais si nécessaire. Son nom est Raven Holloway, l'ex de Sarah ou son petit ami, pas sur lequel. Addict, violent, lui a cassé le bras parce qu'elle ne voulait pas lui donner d'argent. L'enfant a dit qu'il s'est enfui quand il a réalisé ce qu'il avait fait. Il a fourni une description physique d'après ce que Mira lui avait dit pendant le trajet. Taille, carrure, marque distinctive. Mais Dagger n'a pas juste appelé la police. Il a fait un autre appel, celui-ci, au clubhouse à des frères qui étaient déjà en alerte. Parce que quand le président sortait avec 3 hommes pour une urgence, tout le chapitre savait que quelque chose de grave se passait. Raven Holloway, dit Dagger au téléphone, sa voix tombant dans quelque chose de plus froid,
quelque chose de plus dur. Junkie vient de casser le bras d'une femme devant sa fille de 9 ans. Je veux qu'il soit trouvé ce soir. Je veux savoir chaque trou où il pourrait grimper, chaque dealer chez qui il achète, chaque endroit où il se sent en sécurité. Et quand vous le trouverez, vous m'appelez en premier. Personne ne le touche. C'est pour les flics. Mais je veux qu'il soit trouvé. La réponse fut immédiate, affirmative. Et Dagger savait qu'en moins d'1 heure, il y aurait des moteurs vérifiant chaque maison de drogue connue, chaque tripot, chaque endroit où un toxicomane désespéré pourrait courir quand le monde se refermait sur lui. La justice commençait à se former, lente et inexorable, comme une tempête qui se lève, et Raven Holloway n'avait plus nulle part où se cacher. Le détective Robert Morrison travaillait sur des cas de violence domestique dans la vallée d'Iron Ridge depuis 16 ans, assez longtemps pour reconnaître des schémas, assez longtemps pour savoir que ce qui ressemblait à un incident isolé ne l'était presque jamais. Quand l'appel arriva concernant une femme avec un bras brisé et un enfant trouvé par des membres des Hells Angels, son premier instinct fut la suspicion. Les moteurs ne tombaient pas juste sur des situations de violence domestique par la bonté de leur cœur. Il y avait toujours un angle, toujours une connexion, toujours quelque chose qui ne collait pas. Mais alors qu'il commençait à passer le nom de Raven Holloway dans le système en conduisant vers Sainte-Hélène, l'image qui émergea fit serrer sa mâchoire d'une colère familière. Raven Holloway n'était pas juste un type qui avait passé une mauvaise nuit. Il avait un casier qui se lisait comme une compilation des plus grands succès de la poubelle humaine. 2 incidents de violence domestique antérieurs. Les 2 accusations abandonnées quand les victimes refusèrent de témoigner. 3 accusations de possession de drogue. Une arrestation pour agression à l'extérieur d'un bar qui fut plaidée pour trouble à l'ordre public. Une ordonnance restrictive déposée puis retirée. Le schéma était l'escalade classique, la manipulation, un système qui continuait à lui donner des chances qu'il ne méritait pas pendant que des femmes payaient le prix de ses échecs. Morrison l'avait vu 100 fois et ça ne devenait jamais plus facile à digérer. Ce qui rendait ce cas différent était la connexion Hells Angels, et c'est ce qui amena Morrison à travers les portes de la salle d'urgence à 23h30 le soir. Son insigne de détective à sa ceinture et des questions déjà se formant, il trouva Dagger Thomas exactement là où l'infirmière avait dit qu'il serait, assis dans la zone d'attente familiale avec une petite fille blonde endormie dans ses bras, son visage taché de larmes et paisible de la manière que seuls les enfants épuisés peuvent gérer. 3 autres moteurs se tenaient à proximité comme des sentinelles, leurs vestes en cuir les identifiant comme des Hells Angels, leur posture détendue mais alerte à la manière des hommes qui avaient passé du temps dans des endroits où baisser sa garde vous faisait du mal. Morrison s'approcha prudemment, une main près de son insigne, son expression soigneusement neutre. « Thomas, je suis le détective Morrison. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur ce soir. » Dagger leva les yeux, ses yeux évaluant Morrison au même moment où Morrison l'évaluait. « Détective, il reconnut, sa voix basse pour éviter de réveiller Mira. Demanda, il n'y avait aucune hostilité dans son ton, mais il n'y avait aucune différence non plus. Juste un homme déclarant qu'il était prêt à coopérer à ses propres conditions. Morrison sortit son carnet, cliqua son stylo et commença par la question évidente. « Comment êtes-vous arrivé au 847 Maple Creek Lane ce soir? Quelle est votre connexion avec Sarah Lane ou Raven Holloway? » L'expression de Dagger ne changea pas et quelque chose de froid vacilla derrière ses yeux. Aucune connexion. Jamais rencontré aucun d'eux avant ce soir. J'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Enfant demandant de l'aide. Dit que quelqu'un a cassé le bras de sa mère. J'ai appelé le numéro, parlé à la fille, obtenu l'adresse et y suis allé. Le scepticisme de Morrison devait être visible sur son visage car Dagger déplaça un miroir soigneusement dans ses bras et sortit son téléphone de sa main libre. « Vérifiez mon téléphone. Le texte de cette petite fille est horodaté à 21h47. Nous étions sur place à 22h03, 16 minutes du message à l'arrivée. Nous avons répondu « Où
Où étiez-vous? Des lumières rouges et blanches peignaient la petite maison cassée de couleurs stroboscopiques qui rendaient toute surréaliste et désespérée. Les ambulanciers se déplaçaient avec une efficacité rodée, chargeant Sarah Lane sur une civière avec une précision soignée tout en annonçant des signes vitaux et une terminologie médicale qui sonnait comme une langue étrangère à Mira, mais signifiait la différence entre la vie et la mort pour les professionnels travaillant à sauver sa mère. Dagger se tenait sur la pelouse avant avec Mira toujours dans ses bras, son visage enfoui dans son épaule, son petit corps rigide de peur. Chaque fois qu'elle essayait de regarder ce qui se passait et ne pouvait pas tout à fait y arriver, il avait enroulé son blouson en cuir autour de ses épaules comme une couverture. Les écussons et insignes qui rendaient les hommes adultes nerveux, servant maintenant de réconfort pour un enfant traumatisé qui s'était accroché à lui comme s'il était le seul havre de paix dans une tempête qui menaçait de la noyer. Quand l'ambulance s'éloigna en hurlant de Maple Creek Lane vers l'hôpital Sainte-Hélène, elle n'était pas seule. Entre Harley suivaient en formation serrée, leur phare créant un couloir de lumière derrière le véhicule d'urgence, leur moteur un grondement sourd qui sonnait en quelque sorte protecteur plutôt que menaçant. Dagger roulait avec Mira perchée devant lui, ses bras l'enfermant en sécurité, une main sur le guidon et l'autre enroulée autour de son petit corps pour la maintenir en sécurité. Ce n'était pas légal. Ce n'était bien sûr par aucune mesure conventionnelle, mais la laisser derrière n'était pas une option et la laisser monter dans une ambulance sans quelqu'un qu'elle faisait confiance encore moins. Reaper, Chains et Gunner les flanquaient, créant une escorte qui ressemblait à quelque chose d'un film. Des hors-la-loi roulant à travers la nuit, non pour échapper à la loi, mais pour s'assurer qu'une famille brisée arrive au salut. La salle d'urgence de Sainte-Hélène à 22h15 un mardi soir était relativement calme, jusqu'à ce que 4 motards vêtus de cuir franchissent des portes automatiques avec un enfant couvert de sang et des visages qui disaient qu'ils n'iraient nulle part. L'infirmière au bureau d'admission leva les yeux, ses yeux s'écarquillant, sa main se dirigeant instinctivement vers le téléphone qui appellerait la sécurité. Les Hells Angels avaient une réputation dans la vallée d'Iron Ridge, et cette réputation n'impliquait généralement pas les hôpitaux à moins que quelqu'un ne soit recousu après une bagarre de bar ou emmené par la police. La vue du président Dagger Thomas et de 3 de ses frères les plus fiables marchant dans les urgences, portant toujours leur blouson, portant toujours l'odeur d'échappement de moto et d'urgence, fit se tendre chaque employé de l'hôpital à proximité avec une lassitude qui venait d'années à gérer la violence et ses suites. Dagger lut la pièce instantanément, vit la peur et la suspicion, et leva une main en signe de paix, tout en gardant Mira près avec l'autre. Sa voix, quand il parla, était calme et mesurée. La voix d'un homme qui comprenait qu'il avait l'air intimidant et qui désamorçait délibérément la situation avant qu'elle ne puisse dégénérer. C'est nous qui les avons trouvés. La femme qu'ils viennent d'amener et cette petite fille, nous restons. Ce n'était pas une requête. Ce n'était pas une menace. C'était une simple déclaration de fait livrée avec le genre de certitude qui rendait clair que discuter serait inutile. L'infirmière regarda de Dagger à miroir, vit le sang sur les mains et le pyjama de l'enfant, vit la façon dont elle s'accrochait à ce moteur d'apparence rude comme s'il était son père, et quelque chose dans son expression passa de l'alarme à la compréhension. La mère est en train d'être préparée pour une chirurgie d'urgence maintenant, dit l'infirmière, son professionnalisme l'emportant sur sa réaction initiale. Vous pouvez attendre dans la zone familiale. Il y a une salle de bain au bout du couloir où la petite peut se nettoyer. Elle les dirigea vers une salle d'attente avec des chaises en plastique boulonnées au sol, des lumières fluorescentes qui bourdonnaient faiblement au-dessus, et l'odeur de désinfectant et de mauvais café qui imprégnait chaque hôpital en Amérique. Dagger emmena Mira à la salle de bain en premier, l'aidant à laver le sang de ses mains avec de l'eau chaude et des essuie-tout. Ses grandes mains cicatrisées étonnamment douces alors qu'il nettoyait entre ses petits doigts,
lui parlant doucement tout le temps de rien et de tout. Sur à quel point elle était courageuse, sur à quel point les médecins étaient les meilleurs de la vallée, sur à quel point sa maman était forte, et les combattants n'abandonnent pas. De retour dans la zone d'attente, Dagger s'installa sur l'une de ses chaises en plastique inconfortable et Mayra grimpa immédiatement sur ses genoux, refusant d'être ne serait-ce que quelques centimètres loin de lui. Sa main trouva la sienne et la serra avec une prise étonnamment forte pour quelqu'un de si petit, comme si elle avait peur que s'il lâchait, il puisse disparaître de la manière dont tous les autres adultes de sa vie semblaient en le faire. Ce président de moteur endurci, cet homme qui avait passé des décennies à bâtir une réputation de quelqu'un avec qui on ne rigole pas, qui avait fait de la prison et mené des guerres, à la fois littérales et figuratives, s'assit dans cette zone tenant une petite fille de 9 ans terrifiée et lui parlant sur des tons si doux que Reaper et Chains, montant la garde à proximité, devaient faire un effort pour entendre. Il lui raconta des histoires sur sa propre fille, adulte maintenant, et vivant en Oregon, sur la fois où elle s'était cassé le bras en tombant d'une balançoire, et à quel point il avait eu peur, mais à quel point elle avait été forte. Il lui raconta la première fois qu'il avait conduit d'une moto et à quel point cela l'avait fait se sentir libre. Il lui dit tout et n'importe quoi pour garder son esprit occupé, pour l'empêcher de se noyer dans la peur. Les médecins précipitèrent Sarah en chirurgie 20 minutes après l'arrivée. Et au moment où ils firent passer sa mère en fauteuil roulant devant les zones d'attente vers les salles d'opération, la fragile contenance de Myra se brisa. Elle bondit en avant, essayant d'atteindre sa mère, sa voix montant en un hurlement qui traversa le silence stérile de l'hôpital comme une sirène. « Maman, maman, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Dagger la rattrapa, la tirant contre sa poitrine, tournant son visage dans son épaule pour qu'elle ne voie pas sa mère disparaître à travers ses doubles portes. Ne verrait pas les 4 lignes et le masque à oxygène et tout l'équipement médical qui rendait tout tellement plus terrifiant que cela ne l'était déjà. « Et regarde-moi, miroir, regarde-moi. » Dagger dit, ses mains de chaque côté de son visage, inclinant sa tête vers le haut, pour que ses yeux pleins de larmes rencontrent les siens. Ils vont la réparer. C'est ce que font les médecins. Ils réparent les gens. Ils vont remettre son bras ensemble et arrêter le saignement et s'assurer qu'elle va bien. Et je te promets sur tout ce que j'ai, je ne vais nulle part. Je reste juste ici avec toi jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tu comprends? Mayra hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes, et Dagger la serra de nouveau contre lui, la berçant légèrement dans cette chaise en plastique inconfortable. Sa présence un mur solide entre elle et la terreur qui menaçait de la consumer. Rappelez-vous quand Mayra a envoyé ce texte au mauvais numéro? À ce moment, il devint clair que c'était exactement le bon. Mais pendant que les médecins luttaient pour sauver le bras de Sarah dans une salle d'opération 3 étages au-dessus, pendant que Mayra finissait par s'endormir à moitié épuisée contre la poitrine de Dagger, Raven Holloway était en train de faire la plus grande erreur de sa vie pathétique. Le téléphone de Dagger vibra dans sa poche et il l'extirpa soigneusement sans déranger Mayra. Vite le nom du détective Morrison sur l'écran et répondit à voix basse. La voix de Thomas Morrison vint hachée et professionnelle. Nous avons besoin d'une description de l'agresseur et d'une déclaration. C'est vous qui avez appelé. Dagger jeta un coup d'œil à Mayra, puis à Reaper, qui s'approcha immédiatement pour prendre le relais si nécessaire. Son nom est Raven Holloway, l'ex de Sarah ou son petit ami, pas sur lequel, addict, violent, lui a cassé le bras parce qu'elle ne voulait pas lui donner d'argent. L'enfant a dit qu'il s'est enfui quand il a réalisé ce qu'il avait fait. Il a fourni une description physique d'après ce que Mayra lui avait dit pendant le trajet. Taille, carrure, marque distinctive. Mais Dagger n'a pas juste appelé la police. Il a fait un autre réappel, celui-ci, au clubhouse à des frères qui étaient déjà en alerte. Parce que quand le président sortait avec 3 hommes pour une urgence, tout le chapitre savait que quelque chose de grave se passait. Raven Holloway, dit Dagger au téléphone, sa voix tombant dans quelque chose de plus froid,
Quelque chose de plus dur. Junkie vient de casser le bras d'une femme devant sa fille de 9 ans. Je veux qu'il soit trouvé ce soir. Je veux savoir chaque trou où il pourrait ramper, chaque dealer chez qui il achète, chaque endroit où il se sent en sécurité. Et quand vous le trouverez, vous m'appelez en premier. Personne ne le touche. C'est pour les flics. Mais je veux qu'il soit trouvé. La réponse fut immédiate, affirmative, et Dagger savait qu'en moins d'1 heure, il y aurait des moteurs vérifiant chaque maison de drogue connue, chaque tripot, chaque endroit où un toxicomane désespéré pourrait courir. Quand le monde se refermait, la justice commençait à se former, lente et inexorable comme une tempête qui se lève, et Raven Holloway n'avait plus nulle part où se cacher. Le détective Robert Morrison travaillait sur des cas de violence domestique dans la vallée d'Iron Ridge depuis 16 ans, assez longtemps pour reconnaître des schémas, assez longtemps pour savoir que ce qui ressemblait à un incident isolé ne l'était presque jamais. Quand l'appel arriva concernant une femme avec un bras brisé et un enfant trouvé par des membres des Hells Angels, son premier instinct fut la suspicion. Les motards ne tombaient pas juste sur des situations de violence domestique par la bonté de leur cœur. Il y avait toujours un angle, toujours une connexion, toujours quelque chose qui ne collait pas. Mais alors qu'il commençait à passer le nom de Raven Holloway dans le système en conduisant vers Sainte-Hélène, l'image qui émergea fit serrer sa mâchoire d'une colère familière. Raven Holloway n'était pas juste un type qui avait passé une mauvaise nuit. Il avait un casier qui se lisait comme une compilation des plus grands succès de la poubelle humaine. 2 incidents de violence domestique antérieurs. Les 2 accusations abandonnées quand les victimes refusèrent de témoigner. 3 accusations de possession de drogue. Une arrestation pour agression à l'extérieur d'un bar qui fut plaidée pour trouble à l'ordre public. Une ordonnance restrictive déposée puis retirée. Le schéma était l'escalade classique, la manipulation, un système qui continuait à lui donner des chances qu'il ne méritait pas pendant que des femmes payaient le prix de ses échecs. Morrison l'avait vu 100 fois et ça ne devenait jamais plus facile à digérer. Ce qui rendait ce cas différent était la connexion Hells Angels, et c'est ce qui amena Morrison à travers les portes de la salle d'urgence à 23h30 le soir. Son insigne de détective à sa ceinture et des questions déjà se formant. Il trouva Dagger Thomas exactement là où l'infirmière avait dit qu'il serait, assis dans la zone d'attente familiale avec une petite fille blonde endormie dans ses bras, son visage taché de larmes et paisible de la manière que seuls les enfants épuisés peuvent gérer. 3 autres motards se tenaient à proximité comme des sentinelles, leurs blousons en cuir les identifiant comme des Hells Angels. Leur posture détendue mais alerte à la manière des hommes qui avaient passé du temps dans des endroits où baisser sa garde vous faisait du mal. Morrison s'approcha prudemment, une main près de son insigne, son expression soigneusement neutre. « Thomas, je suis le détective Morrison. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur ce soir. » Dagger leva les yeux, ses yeux évaluant Morrison au même moment où Morrison l'évaluait. Détective, il reconnut, sa voix basse pour éviter de réveiller Mira. Demanda. Il n'y avait aucune hostilité dans son ton, mais il n'y avait aucune différence non plus, juste un homme déclarant qu'il était prêt à coopérer à ses propres conditions. Morrison sortit son carnet, cliqua son stylo et commença par la question évidente. Comment êtes-vous arrivé au 847 Maple Creek Lane ce soir? Quelle est votre connexion avec Sarah Lane ou Raven Holloway? L'expression de Dagger ne changea pas, mais quelque chose de froid vacilla derrière ses yeux. Aucune connexion. Jamais rencontré aucun d'eux avant ce soir. J'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Enfant demandant de l'aide. Dit que quelqu'un a cassé le bras de sa mère. J'ai appelé le numéro, parlé à la fille, obtenu l'adresse et y suis allé. Le scepticisme de Morrison devait être visible sur son visage car Dagger déplaça miroir soigneusement dans ses bras et sortit son téléphone de sa main libre. Vérifiez mon téléphone. Le texte de cette petite fille est horodaté à 21h47.
Nous étions sur place à 22h03, 16 minutes du message à l'arrivée. Nous avons répondu. Où étiez-vous? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Pas tout à fait une accusation, mais assez proche pour piquer. Morrison prit le téléphone proposé, fit défiler les messages, vit le plaidoyer désespéré de Mara, vit l'heure au datage, vit le journal d'appel montrant que Dagger était resté au téléphone avec elle pendant tout le trajet. L'évidence était irréfutable, et elle bouleversa complètement les hypothèses initiales de Morrison. Ces motards n'étaient pas arrivés parce qu'ils étaient impliqués dans quelque chose de louche. Ils étaient arrivés parce qu'un enfant terrifié avait accidentellement envoyé un cri à l'aide à un étranger qui avait réellement répondu. Morrison rendit le téléphone, son respect pour la situation changeant en temps réel. « C'est du bon travail », il dit simplement, et le pensait. « Vous avez probablement sauvé sa vie et celle de l'enfant. » Mais alors que Morrison continuait son enquête, tirant des dossiers et passant des appels, l'image qui émergea devint plus sombre et plus compliquée. Raven Holloway n'était pas juste un toxicomane violent qui avait blessé sa petite amie dans un accès de rage. C'était un homme qui coulait, se noyant dans des dettes et de mauvaises décisions qui allaient bientôt entraîner tout le monde autour de lui. Le premier rebondissement survint lorsque Morrison reçut un appel d'un détective de l'unité des crimes financiers qui montait un dossier contre Raven depuis des mois. « Vous avez Raven Holloway signalé? » La voix au téléphone demanda. « Oui, violence domestique, agression. »« Pourquoi? » Morrison demanda, sentant déjà que ça allait être grave. « Parce qu'il est aussi sous enquête pour maltraitance de personnes âgées et vol. A volé 15 000 $ à sa propre mère au cours des 6 derniers mois. A vidé son compte de retraite pour alimenter une dépendance au jeu qu'elle ne savait même pas qu'il avait. » Morrison sentit son estomac se tordre. 15 000 $. Pas juste de l'argent de la drogue. Pas juste quelques centaines ici et là. Un vol systématique calculé de la femme qui l'avait élevé, qui avait probablement trouvé des excuses pour lui toute sa vie, qui lui avait fait confiance avec l'accès à ses comptes parce qu'il était son fils. Et sûrement son fils ne la trahirait pas comme ça. Mais Raven l'avait fait parce que la dépendance ne reconnaît pas les liens familiaux ou les lignes morales. Elle ne reconnaît que le besoin et l'opportunité. Et les gens à qui Raven devait cet argent, ce n'étaient pas des créanciers patients qui envoyaient des lettres fermes. C'était le genre de personnes qui recouvraient les dettes avec des battes de baseball et des démonte-pneus, qui ne se souciaient pas s'il y avait une femme et un enfant dans la maison quand ils venaient appeler. Le deuxième appel que Morrison reçut, celui-ci d'un informateur confidentiel du monde criminel, fit tout prendre sens dans une image plus grande et horrible. Le bruit court que Raven Holloway devait payer ce soir. Comme ce soir, l'équipe à qui il doit, il se dirigeait chez lui vers 22 heures pour récupérer d'une manière ou d'une autre. Morrison regarda sa montre. 22h01, juste au moment où Dagger et ses frères arrivaient à cette maison sur Maple Creek Lane. Si les motards n'étaient pas arrivés les premiers, si le message erroné de Myra n'avait pas apporté une protection au lieu de juste de la sympathie, elle et sa mère auraient été dans cette maison quand des collecteurs de dettes armés se seraient présentés, cherchant de l'argent que Raven n'avait pas. Elles auraient été des dommages collatéraux dans la guerre de quelqu'un d'autre, prises dans un tir croisé qui n'avait rien à voir avec elles, et tout à voir avec la pathétique excuse d'un homme qui avait apporté la violence dans leur vie. Le pire, la nuit de Raven était sur le point d'empirer encore. Si vous pensez que les lâches méritent de faire face à la justice, commentez plus de mensonges. Si vous ne supportez pas les abuseurs qui s'en prennent aux vulnérables, appuyez sur ce bouton. J'aime parce que ce salaud est sur le point d'apprendre à quoi ressemblent de vraies conséquences. Morrison se coordonna avec les unités de patrouille, diffusant un avis de recherche sur Raven Holloway, avec des instructions d'approcher avec prudence et d'appréhender sur place. Il n'eut pas à attendre longtemps. À 23h53, à peine 3 heures après avoir brisé le bras de sa petite amie et s'être enfui dans la nuit, Raven Holloway fut repéré derrière le tripot de l'ail sur le côté est de la ville.
Les agents de patrouille qui répondirent le trouvèrent en train de faire exactement ce que les toxicomanes et les hommes désespérés font lorsque leur monde s'effondre, essayer de creuser le trou plus profondément. Il se disputait avec deux hommes dans l'allée derrière le tripot. Les mêmes hommes à qui il devait de l'argent, essayant de les convaincre de lui donner plus de temps, plus de crédit, une chance de plus de arranger les choses. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. L'homme qui venait de commettre une agression grave mendiait maintenant la pitié de criminels qui n'en avaient aucune à donner, essayant d'obtenir de l'argent de personnes qui étaient venues le prendre par la force. Les agents de patrouille intervinrent rapidement, armes sorties, voix forte et impérieuse. Raven Holloway, mains en l'air. Mettez-vous au sol maintenant. Pendant une seconde, Raven se figea, son cerveau embrumé par la drogue, essayant de traiter les lumières clignotantes et les badges et les armes toutes pointées sur lui. Puis son instinct de survie s'activa et il fit ce que les lâches font toujours face à la confrontation. Il courut. Il fit peut-être 4,5 mètres avant que l'officier Chun ne le plaque dans le gravier, son visage raclant l'asphalte cassé, ses bras tordus derrière son dos avec une efficacité professionnelle. Les menottes se fermèrent avec un son qui signifiait la finalité. Cela signifiait que la course était finie. Cela signifiait que les conséquences avaient finalement rattrapé. Raven commença à crier immédiatement. Un flot d'excuses et de justifications et de blâme de la victime qui fit que les agents le relevant échangèrent des regards dégoûtés. Elle m'a fait faire ça. Elle ne voulait pas me donner l'argent. C'est sa faute. Je ne voulais pas la blesser aussi gravement. Les mots se déversèrent de lui comme du poison, révélant exactement le genre d'homme qu'il était. Quelqu'un qui briserait le bras d'une femme et la blâmerait ensuite, qui terroriserait un enfant et prétendrait ensuite être une victime. Ils le chargèrent à l'arrière de la voiture de patrouille, sa voix toujours élevée en signe de protestation, toujours en train de trouver des excuses, toujours refusant d'accepter la responsabilité de la violence qu'il avait infligée et des vies qu'il avait détruites. Le trajet jusqu'à la prison du comté fut heureusement court. Et à 00h30 du matin, Raven Holloway fut traité, photographié, relevé d'empreintes digitales et enfermé dans une cellule où il attendrait sa mise en accusation pour des charges qui incluaient agression grave, mise en danger d'enfants, maltraitance de personnes âgées et vol. La recommandation de caution était assez élevée pour qu'un homme qui avait volé 15 000 $ et n'avait rien à montrer ne la paierait pas de sitôt. Il était fini, terminé. Le monstre avait été attrapé, mis en cage et retiré des vies des personnes qu'il avait blessées. Mais l'arrestation de Raven n'était que le début de la nouvelle réalité de Sarah et Myra. La justice avait été rendue, le méchant vaincu, mais le vrai travail, la guérison, la reconstruction, le fait d'apprendre à se sentir en sécurité à nouveau. Cela ne faisait que commencer, et il faudrait plus que des menottes et des cellules de prison pour réparer ce qui avait été brisé dans cette cuisine de Maple Creek Lane. L'aube se leva sur l'hôpital Sainte-Hélène comme elle le faisait toujours. Indifférente au drame qui s'était joué toute la nuit, indifférente aux vies qui avaient été brisées et sauvées entre ces murs. La première lumière filtra à travers les fenêtres de la salle d'attente, où Dagger Thomas était toujours assis dans cette même chaise en plastique inconfortable, son dos endolori après des heures dans la même position, ses bras berçant soigneusement, une fillette de 9 ans endormie qui avait refusé de le lâcher, même inconsciente. Myra était enveloppée dans son blouson en cuir comme une couverture. Les écussons et insignes des Hells Angels qui rendaient la plupart des gens nerveux, servant maintenant de sécurité pour une enfant qui avait perdu tout sentiment de sécurité qu'elle avait jamais connu. Reaper avait apporté du café vers 3 heures du matin. Shanes avait vérifié avec les infirmières toutes les heures pour des mises à jour. Gunner était retourné au clubhouse pour gérer les choses là-bas et était revenu à l'aube avec des vêtements frais pour Myra et de la nourriture que personne n'avait envie de manger. Ils avaient veillé comme des soldats de garde parce que c'est ce que faisaient les frères. Et quelque part dans les longues heures sombres de cette nuit,
Mirror Lane était devenu quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. À 6h47 du matin, une infirmière chirurgicale sortit des doubles portes avec l'expression que les professionnels de la santé arborent quand ils ont de bonnes nouvelles, mais sont trop épuisés pour en sourire. La famille de Sarah Lane, elle appela doucement, et Dagger déplaça soigneusement Mira dans ses bras en se levant, ses muscles protestant contre le mouvement. Juste ici, il dit doucement. L'infirmière le regarda, vraiment le regarda, observant le cuir, les écussons, la vue incongrue de ce moteur rude tenant un enfant endormi avec une tendresse surprenante, et quelque chose dans son visage fatigué s'adoucit. L'opération s'est bien passée. Nous avons pu réparer la fracture ouverte avec des broches et des plaques. Elle est en convalescence maintenant, encore groggy de l'anesthésie, mais elle demande sa fille. Dagger sentit le soulagement l'envahir comme une chose physique. Sentit la tension qu'il avait portée pendant 8 heures d'affilée commencer enfin à se relâcher. « Pouvons-nous la voir ?» il demanda, et l'infirmière hocha la tête, les menant à travers des couloirs qui sentaient l'antiseptique et la cire à plancher, à travers l'hôpital calme du matin où le quart de nuit se terminait et le quart de jour commençait tout juste. Ils atteignirent une salle de réveil où Sarah Lane était allongée, appuyée dans un lit d'hôpital. Son bras gauche enveloppé de bandages et d'une attelle temporaire, des lignes courant dans son bras droit. Son visage pâle, étiré mais vivant, conscient, présent. Ses yeux étaient flous à cause des médicaments, balayant la pièce avec confusion jusqu'à ce qu'il se pose sur Mira. Et puis tout dans son expression s'aiguisa en un besoin maternel désespéré. Mira. La voix de Sarah sortit rauque et craquée, et le son de la voix de sa mère réveilla Mira instantanément. Les yeux de la petite fille s'ouvrirent en grand, prirent un moment pour s'orienter, et puis elle s'extirpa des bras de Dagger et se précipita au chevet de sa mère avec un cri qui était moitié sanglot, moitié soulagement. « Maman! Maman, tu vas bien? Tu es réveillée. » Le bon bras de Sarah s'enroula autour de sa fille, la tirant près. Et toutes deux fondirent en larmes qui n'avaient rien à voir avec la douleur et tout à voir avec la survie, avec le fait d'être en vie alors qu'elles auraient si facilement pu être mortes, avec le fait de se tenir l'une l'autre alors que la nuit aurait pu tout voler. Dagger se tint en retrait, leur donnant de l'espace. Mais les yeux de Sarah le trouvèrent par-dessus la tête de Myra. La confusion remplaçant le soulagement alors qu'elle essayait de reconstituer comment elle était arrivée là. Qui était cet homme? Pourquoi sa fille était enveloppée dans une veste des Hells Angels? « Je ne comprends pas, » Sarah dit, sa voix faible mais déterminée. « Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? » Mira se tourna dans l'étreinte de sa mère, une main serrant toujours la blouse d'hôpital de Sarah. « C'est Dagger, maman. J'ai envoyé un SMS à tante Lisa, mais je me suis trompé de numéro et c'est allé à lui à la place. Et il est venu et il nous a sauvés. Et il est resté avec moi toute la nuit et les mots s'enchaînèrent en un flot. Tout débordant d'un coup et la confusion de Sarah s'approfondit en quelque chose qui ressemblait à un choc. Dagger s'avança, ses mouvements lents et non menaçants, sa voix portant la même douceur qu'il avait utilisée avec Mira tout au long de la longue nuit sombre. « Madame, mon nom est Dagger Thomas. Votre fille a envoyé un message texte demandant de l'aide. Le message est venu à moi par erreur. J'ai répondu, « Mes frères et moi sommes allés chez vous. Vous avons trouvé inconsciente, avons appelé l'ambulance et nous nous sommes assurés que votre petite fille n'était pas seule. » Il dit cela simplement, factuellement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si n'importe qui aurait fait de même si tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Sarah le fixa, essayant de concilier le cuir et les écussons, et la réputation qu'elle avait entendu chuchoter sur les Hells Angels, avec la réalité d'un homme qui avait passé toute la nuit à protéger sa fille. Les larmes qui coulaient maintenant sur les joues de Sarah étaient différentes. Non pas de soulagement ou de douleur, mais une gratitude écrasante mêlée d'incrédulité
et de quelque chose qui aurait pu être de la honte qu'un étranger ait dû les sauver, alors que l'homme qui prétendait l'aimer avait été celui qui l'avait brisé. Votre fille a sauvé vos 2 vies, Dagger dit, et sa voix portait une conviction absolue. C'est la gamine la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a gardé la tête froide quand tout s'effondrait. Elle a obtenu de l'aide. Elle est restée avec vous. Elle n'a pas abandonné. Vous l'avez bien élevée, madame. Vous devriez être fière. Sarah serra Mera plus fort, embrassant le sommet de sa tête, respirant l'odeur de sa fille et du blouson en cuir et de l'air d'hôpital. Et chuchota, « Je suis si fier de toi, bébé. Si fier. » Les médecins arrivèrent 1 heure plus tard avec de bonnes nouvelles, tempérées par la réalité. Le docteur Patel, le chirurgien orthopédiste, qui avait passé 4 heures à reconstruire le bras de Sarah, expliqua que l'opération avait été un succès, que les os étaient remis et stabilisés, qu'avec de la physiothérapie, avec le temps, elle retrouverait la majeure partie de sa fonction. « Vous avez beaucoup de chance, » le docteur Patel dit. La chance semblait le mauvais mot pour une femme qui avait eu le bras brisé par quelqu'un qui prétendait l'aimer. La fracture était sévère, mais nous y sommes arrivés à temps. 1 heure de retard de plus, et nous aurions pu envisager des lésions nerveuses permanentes, ou pire. Sarah hocha la tête, traitant l'information à travers le voile de la douleur, des médicaments et de l'épuisement émotionnel. Et puis le docteur Patel livra le calendrier qui rendit tout réel. Nous vous garderons en observation pendant 24 à 48 heures. Après cela, vous serez libéré avec des ordonnances, un calendrier de suivi et des instructions de soins à domicile. Maison. Le mot frappa Sarah comme un coup physique, et la réalité qui avait été tenue à distance par la crise et l'instinct de survie s'effondra d'un coup. Elle n'avait pas de maison où retourner. La maison de Maple Creek Lane était une scène de crime. Et même si ce n'était pas le cas, elle ne pourrait jamais y retourner. Jamais dormir dans cette cuisine où son sang avait coulé sur le linoléum. Jamais se sentir en sécurité entre des murs qui avaient été témoins d'une telle violence. Elle n'avait pas d'argent. Le peu d'économie qu'elles avaient était le fonds d'urgence qu'elle avait refusé de donner à Raven, et cela représentait peut-être 800 $ si elle avait de la chance. Pas de travail qui maintiendrait son poste pendant qu'elle se remettait d'une chirurgie majeure. Pas de famille en ville, sauf une sœur à 2 heures de là qui avait 3 enfants à elle et à peine assez de place pour eux. Pas de plan, pas de filet de sécurité, rien. La dépression arriva d'abord doucement, juste des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle fixait le plafond de l'hôpital. Mais ensuite, elle devint quelque chose de plus grand, quelque chose qui venait d'un endroit plus profond que la douleur physique. « Je n'ai rien », Sarah chuchota, sa voix se brisant. Pas de maison, pas d'argent, aucun moyen de la garder en sécurité. Comment la protéger avec rien? Comment? Elle ne put finir. Ne put articuler la terreur d'être une mère célibataire avec un bras brisé et une fille traumatisée et un avenir qui ne ressemblait qu'à des obstacles et des impossibilités. Mera se serra plus fort, effrayée par les larmes de sa mère, et Sarah essaya de se ressaisir, mais n'y parvint pas tout à fait. Dagger, qui se tenait tranquillement près de la porte, leur donnant de l'espace, s'avança et tira une chaise près du lit de Sarah. Sa présence était solide, ancrante, et quand il parla, sa voix portait le poids de quelqu'un qui faisait une promesse qu'il avait l'intention de tenir. « Vous n'êtes plus seul », il dit simplement, et les yeux de Sarah, pleins de larmes, rencontrèrent les siens, cherchant le piège, l'angle, la chose qui donnerait un sens à cette gentillesse. Mais tout ce qu'elle vit était un homme qui avait déjà prouvé qu'il tenait parole, qui avait tout laissé tomber pour aider une étrangère, qui avait tenu sa fille pendant la pire nuit de sa vie et était toujours là dans la froide lumière du matin. Ce qui se passa ensuite prouva quelque chose que les médias ne vous diront jamais sur les clubs de motards. Le chapitre Iron Ridge des Hells Angels tenait des réunions régulières tous les mardis soirs depuis 20 ans,
gérant les affaires du club, discutant des virées et des événements, votant sur les questions qui affectaient de la fraternité. Mais la réunion d'urgence convoquée pour le mercredi matin à 8 heures n'était pas du tout régulière. Dagger avait envoyé un mot de l'hôpital disant qu'il avait besoin que le chapitre entier soit assemblé, que quelque chose d'important était survenu, et quand le président appelait une réunion d'urgence, les frères se présentaient. Au moment où Dagger entra dans le clubhouse à 8h15, laissant Reaper à l'hôpital pour rester avec Mira et Sarah, la pièce était pleine d'hommes qui avaient réorganisé leurs horaires de travail et leurs obligations familiales pour être là. Chains se tenait au bar, les bras croisés. Gunner était appuyé contre la table de billard. Hammer, le sergent d'armes du club, était assis à la table principale avec une tasse de café dans une main cicatrisée. Wrench, qui dirigeait le garage de la 5e rue, avait encore de la graisse sous les ongles de son corps tôt le matin qu'il avait écourté. Bear, le massif homme de main, qui semblait pouvoir plier l'acier à main nue, occupait une chaise qui semblait comiquement petite sous sa carrure. Il y avait d'autres aussi. Spike, Diesel, Ghost, Snake, 23 membres au total, tous portant leur blouson, tous attendant d'entendre ce qui était si urgent que cela ne pouvait pas attendre la réunion régulière. Dagger ne perdit pas de temps avec des préliminaires. Il leur raconta tout. Le message texte qui arriva à son téléphone par accident. La voix terrifiée de la petite fille. La mère inconsciente sur le sol de la cuisine. Le toxicomane violent qui avait brisé le bras de sa petite amie et s'était enfui. La veillée nocturne à l'hôpital. La réalité que Sarah et Mara Lane n'avaient nulle part où aller, pas de ressources, pas de filet de sécurité et un avenir qui semblait sombre sans intervention. Il exposa tout en termes clairs et factuels. Et quand il eut fini, la pièce était silencieuse, sauf le tic-tac de la vieille horloge murale et le son lointain de la circulation à l'extérieur. Je soumets cela au vote. Dagger dit, sa voix portant l'autorité de sa position, mais aussi la vulnérabilité d'un homme demandant à ses frères de se mobiliser pour des étrangers qu'il n'avait jamais rencontrés. Je propose que ce chapitre prenne l'entière responsabilité de la protection et du soutien de Sarah et Mara Lane. Logement, nourriture, tout ce dont elles ont besoin pour se remettre sur pied. Je sais que ce n'est pas la procédure standard. Je sais que nous ne nous impliquons généralement pas dans des situations civiles comme celle-ci, mais cette petite fille a tendu la main pour de l'aide et son message nous a trouvés au lieu de quelqu'un d'autre. Je crois que cela signifie quelque chose. Je crois que nous sommes censés être ceux qui répondent. Il fit une pause, regardant autour de la pièce des visages qu'il connaissait depuis des années, des hommes qui avaient saigné à ses côtés et lui avaient fait confiance avec leur vie. Tous en faveur, chaque main se leva. Pas un instant d'hésitation, pas une seule voix dissidente. 23 hommes votant à l'unanimité pour aider une femme et un enfant qu'ils n'avaient jamais rencontrés parce que leur frère le leur avait demandé. Parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que le code selon lequel ils vivaient disait « Vous protégez ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes ». Le vote n'était même pas serré. C'était absolu. Et à ce moment-là, Sarah et Mara Lane firent partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Pas d'une famille qui ne partageait pas leur sang, mais les protégerait comme si c'était le cas. L'action qui suivit fut rapide et organisée avec une précision militaire. Wrench connaissait un propriétaire qui devait une faveur au club, avait un appartement de 2 chambres disponible dans un quartier sûr près de bonnes écoles. Le trésor du club couvrit le premier mois de loyer et le dépôt de garantie sans question. Les membres commencèrent à se présenter avec des dons, des meubles provenant d'unités de stockage, des vêtements trop petits pour leurs propres enfants, des produits d'épicerie et des articles ménagers, et tout ce dont une famille aurait besoin pour recommencer. Diesel apporta une télévision, Snake apporta de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Ghost arriva avec de la literie encore dans l'emballage d'un magasin qu'il avait fait spécifiquement à cet effet.
Mais le moment qui resterait gravé à jamais dans la mémoire de Mira survint lorsque Reaper entra dans sa chambre d'hôpital cet après-midi-là, portant quelque chose enveloppé dans du papier craft. Reaper avait 63 ans, un vétéran du Vietnam avec des tatouages de prison couvrant des bras qui avaient vu trop de violence. Un homme dont le visage était du cuir patiné et dont les yeux avaient été témoins de choses qui lui donnaient des cauchemars des décennies plus tard. Il ressemblait exactement à ce que la plupart des gens craignaient en pensant au moteur hors la loi. Mais lorsqu'il s'agenouilla à côté de la chaise de Myra et lui tendit ce paquet, sa voix rude devint douce d'une manière qui surprit même lui. « C'est pour toi, petite chérie. Je pensais que tu aimerais. » Myra déballa le papier avec soin, ses petites mains révélant une licorne en peluche, d'un blanc immaculé avec une crinière arc-en-ciel et une corne scintillante. Le genre de jouet qui coûtait plus cher que ce que Reaper n'admettrait jamais avoir dépensé. Ses yeux s'écarquillèrent et elle le serra contre sa poitrine comme s'il était fait d'or. Chaque petite fille mérite de se sentir en sécurité, Reaper dit, sa voix rauque d'émotion. Il ne prit pas la peine de se cacher. Ce n'est que le début. Tu as toute une famille maintenant, gamine. Nous prenons soin des nôtres. Mais le soutien de la fraternité allait au-delà des choses matérielles. Dagger passa des appels, tirant des ficelles et appelant des faveurs accumulées au fil des années d'opération dans l'écosystème compliqué d'Iron Ridge Valley. Wrench avait besoin d'une gérante de bureau à temps partiel à son garage, quelqu'un pour gérer la paperasse et la planification, quelqu'un qui pouvait travailler des heures flexibles tout en se remettant d'une blessure et en s'occupant d'une fille. Le salaire était juste, les heures étaient raisonnables, et le poste venait avec la protection implicite d'être employé par une entreprise affiliée aux Hells Angels, ce qui signifiait que personne avec de mauvaises intentions ne viendrait causer des problèmes. Une aide juridique fut organisée grâce aux connexions du club avec des avocats qui comprenaient la valeur d'avoir les Hells Angels, leur devaient des faveurs. Une ordonnance restrictive fut posée contre Raven Holloway avant même qu'il ne paie sa caution, ce qu'il ne ferait pas parce que le procureur empilait les charges comme du bois de chauffage, agression grave, mise en danger d'enfants, maltraitance de personnes âgées, vol qualifié. L'affaire judiciaire se transformait dans quelque chose de substantiel, quelque chose qui mettrait Raven en prison pour des années, et Sarah n'aurait pas à témoigner seule. Elle aurait du soutien, de la protection, des gens qui s'assieraient dans cette salle d'audience et s'assureraient que le juge comprenne l'étendue totale de ce qui lui avait été fait à elle et à sa fille. Ce message texte au mauvais numéro, il n'a pas seulement sauvé leur vie cette nuit-là. Il leur a donné un avenir, leur a donné de l'espoir, leur a donné quelque chose que Sarah avait cessé de croire exister. Une communauté qui se souciait, qui se présentait, qui transformait les mots en actions et les promesses en réalité. 3 mois, c'est à la fois une éternité et très peu de temps quand on reconstruit une vie à partir des cendres. Pour Sarah et Marilyn, ces 90 jours entre la pire nuit de leur vie et la fête du 10e anniversaire de Myra furent une étude de transformation. Les cauchemars ne disparurent pas du jour au lendemain. La peur ne s'évanouit pas avec l'ordonnance restrictive. Mais lentement, jour après jour, heure après heure, elles apprirent ce que cela faisait de respirer sans terreur, de dormir sans écouter les pas, d'exister dans un espace où la violence ne se cachait pas à chaque coin de rue, attendant d'exploser. Le bras de Sarah guérit mieux que ce que les médecins avaient initialement prédit. La physiothérapie fut brutale, les exercices douloureux, mais elle attaqua la récupération avec la même détermination qui l'avait maintenue en vie pendant des années à survivre à Raven Holloway. Au 2e mois, elle avait retrouvé la majeure partie de son amplitude de mouvement. Au 3e mois, elle travaillait à plein temps au garage de Wrench, gérant la planification et les commandes de pièces et le service client avec une efficacité qui fit que Wrench se demanda comment il avait pu se débrouiller sans elle. Elle était bonne dans son travail, bonne avec les gens, bonne à créer de l'ordre à partir du chaos. Le salaire n'était pas énorme, mais il était stable,
honnête, et venait avec une assurance maladie et la sécurité de savoir que ses employeurs étaient maintenant une famille à tous égards importante. Mara prospéra d'une manière qui coupait encore le souffle de Sarah de gratitude. Tableau d'honneur chaque semestre, présidente du conseil des élèves de son collège, bénévole à l'hôpital Sainte-Hélène le week-end, poussant des chariots de magazines et parlant aux patients, disant à quiconque posait la question qu'elle voulait être infirmière un jour parce que les infirmières avaient pris soin de sa maman quand tout était brisé. Le traumatisme n'avait pas disparu. Elle voyait toujours un thérapeute tous les mois, avait encore des cauchemars occasionnels, mais cela ne l'avait pas non plus définie. Elle avait transformé la pire expérience de sa jeune vie et l'avait en quelque sorte transmutée en compassion, en une volonté d'aider les autres, en une force qui la servirait pour le reste de sa vie. Le chapitre Aaron Ridge des Hells Angels resta ce qu'il était devenu cette première nuit, une famille élargie. Dagger vint aux pièces de théâtre et aux foires scientifiques de Myra. Reaper lui apprit à changer un pneu et à vérifier son vélo. La fille de Chains, Emma, devint sa meilleure amie. Les clubs célébrèrent ses anniversaires, se présentèrent à ses remises de diplômes, existèrent comme un filet de sécurité et un système de soutien qui ne faillit jamais. Ils n'étaient pas la famille dans laquelle elle était née, mais ils étaient la famille qu'elle avait reçue, et cela s'avéra valoir plus que le sang ne l'avait jamais été. Cette histoire n'est pas sur les motards ou les gangs ou les stéréotypes que les médias aiment perpétuer. Il ne s'agit pas d'écussons ou de motos ou des étiquettes que la société utilise pour classer les gens dans des cases soignées de bons et de mauvais. Cette histoire est sur une enfant terrifiée de 9 ans qui a tendu la main pour de l'aide dans le moment le plus sombre de sa vie et un homme qui a choisi de répondre, même s'il n'avait aucune obligation, aucune connexion, aucune raison, sauf que c'était la bonne chose à faire. C'est sûr comment parfois les héros ne portent pas d'insignes ou de caps ou d'uniformes. Parfois, ils portent du cuir et des écussons et roulent la moto dans la nuit quand un étranger a besoin d'être sauvé. C'est sûr comment la famille n'est pas toujours les gens auxquels vous êtes nés, n'est pas toujours définie par la génétique partagée ou les noms de famille sur les documents légaux. Parfois, la famille est les gens qui se présentent quand vous n'avez rien, qui restent quand les choses sont difficiles, qui prouvent par l'action plutôt que par les mots que vous comptez, que vous valez la peine d'être protégé, que vous n'êtes pas seul dans ce monde. C'est sur comment un moment de courage. Une petite fille tapant un message désespéré avec des mains tremblantes. Un président de moteur choisissant de répondre au lieu d'ignorer. Une fraternité décidant de se mobiliser pour des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés peut changer l'entière trajectoire de vie qui semblait destinée à la tragédie. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en la protection des innocents, peu importe l'écusson que quelqu'un porte ou les suppositions que la société fait à leur sujet, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Commentez ce que la justice signifie pour vous, parce que des histoires comme celle de Myra méritent d'être entendues et amplifiées, et des gens comme Raven méritent d'être exposés pour exactement ce qu'ils sont. Des lâches qui s'en prennent aux vulnérables et pleurant ensuite leur statut de victime lorsque les conséquences arrivent enfin. Montrons au monde à quoi ressemble la vraie force. Pas la force de blesser ceux qui sont plus faibles que vous, mais la force de les protéger. Pas la force de fuir quand les choses deviennent difficiles, mais la force de répondre quand quelqu'un appelle à l'aide, même si cet appel était destiné à quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, le message texte de Myra n'a pas du tout été envoyé au mauvais numéro. Il a été envoyé au bon numéro, à un homme qui comprenait qu'être fort signifie protéger les faibles, que porter des couleurs signifie vivre selon un code, que la fraternité signifie se présenter quand cela compte le plus. Ce message, ces 12 mots désespérés tapés par une enfant terrifiée, ont voyagé dans l'espace numérique et ont atterri entre les mains de quelqu'un qui a choisi d'être un héros alors qu'il aurait tout aussi facilement pu être un spectateur. Et ce choix, cette seule décision de répondre, de réagir, de se soucier,
a créé des ondulations qui ont tout changé. S'il vous plaît, aide. Il a cassé le bras de ma maman. Maman ne se réveillera pas. J'ai peur. J'arrive.